les Katangais Tchombe. Moïse Tchombe. Ce n'est pas une histoire qui arrive aujourd'hui. La discussion a été faite à Sun City, le vieux est en face de moi. L'IDPS, quand vous regardez dans les projets de société, c'est le fédéralisme, n'est-ce pas? Alors. Mais dans les contextes actuels d'une guerre de conquête, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du fédéralisme? Il faut avoir tous les pays pour parler du fédéralisme. Merci. Merci, M. Indio Marie. Non, mais écoutez, cher ami, nous, cette question, à ce qui nous concerne, avant que l'option soit levée au niveau du parti, je pense que non, au niveau du PPRD, je suis doyen de la communication du PPRD et du FCC. Cette question n'est pas à l'ordre du jour au niveau ni du PPRD, ni du FCC, et pourquoi pas ailleurs. Bon, ici, je vous ai invité également comme du PPRD, mais comme scientifique, un acteur politique majeur pour réfléchir sur cette question, parce que dans les salons politiques, il y a quand même des gens qui pensent. C'est les salons politiques de l'IDPS. C'est un bon débat. C'est les salons politiques de l'IDPS. L'IDPS aujourd'hui a condamné Nanga. Il a condamné Nanga à mort. Les institutions de l'IDPS ont condamné Nanga à mort. Les institutions de l'IDPS? Oui. L'IDPS a les institutions? Oh, écoutez. Non, je voulais bon, en fait, quel est le parti qui est à la tête du pouvoir? Les institutions de l'UDPS a condamné. J'ai dit, Nanga est condamné à mort. Donc vous êtes politique. Mais attendez, Nanga est condamné à mort, n'est-ce pas? C'est l'UDPS qui a condamné. Attendez, Nanga est condamné à mort. Mais par l'IDPS. Et l'IDPS aujourd'hui est en partenariat avec Nanga. C'est compliqué. Merci. Merci, monsieur. En principe, le monsieur que vous avez cité, si on avait une bonne cour constitutionnelle, M. Tshilombo devait être frappé par la trahison par rapport à ce qu'il vient de faire. C'est une haute trahison. Expliquez-vous. Mais écoutez, dis-moi, il a légitimé la rébellion. En faisant quoi? Mais ils sont en train de faire quoi à Doha? Il y a une sorte d'incompréhension d'un certain nombre de choses, de principes qui régentent la République, qui doivent être mises à la place publique, pour que finalement les uns et les autres comprennent et consolident leurs convictions. Le fédéralisme, oui, effectivement, je crois qu'il y a l'a dit, la Constitution, il y a eu beaucoup d'élites, les unitaristes et les fédéralistes, même en 1960. On est arrivé en 1964 avec la Constitution de Lulebourg qui a reconnu le fédéralisme, etc. En 1965, quand Mobutu prenait le pouvoir, il a préféré aller dans la direction de l'unitarisme, étant donné les saucissonnements, étant donné toutes ces guerres récurrentes et compagnie, etc. Et c'est toutes ces questions questionnantes qui ont fait que lorsque les gens se sont retrouvés à Saint-Sidi, ils ont voulu prendre une solution intermédiaire. Cette solution intermédiaire passe par le régionalisme politique, il l'a dit. Le régionalisme politique, c'est l'antichambre du fédéralisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait une approche qui permette véritablement de faire une répartition des compétences. Il y a un de mes maîtres qui en fait, c'est Clausewitz, qui dit que la guerre est le commencement de la politique par d'autres finalités ou d'autres moyens que la guerre elle-même. Okay. La guerre, c'est un conflit armé violent avec objectif de détruire et de tuer. C'est ça la guerre. Retenez aujourd'hui, vous qui êtes journaliste, quand on dit guerre d'agression, dans la typologie de guerre, il y a forme, il y a typologie de guerre. Je peux aller m'évader, peut-être brutalement ou intelligemment sur cette guerre d'agression. Ça s'appelle guerre de conquête. Okay. Conquête de l'espace. C'est-à-dire, aussitôt que vous commencez, vous devez avoir un objectif d'aller occuper une partie de terre. C'est-à-dire, il y a un objectif.
qui vous demandent aujourd'hui, c'est comme ce qui se passe au fait, en Ukraine. Poutine parle d'opérations spéciales. Mais les Occidentaux parlent de la guerre d'agression, c'est-à-dire il y a une occupation des terres. Il faut dire vos membres du gouvernement. Je pense que ceux qui ont fait les relations internationales ne sont pas nombreux. Même la dame que vous avez présentée, nous avons vérifié ces documents. Il n'a jamais fait les relations internationales. Et je lui donne rendez-vous d'aller fouiller. Nous sommes allés, même là où on nous a dit Avar, on a essayé de les vérifier. Nous sommes allés dans les universités pour faire des recherches sur elles. Quand je vous dis que c'est comme USAID, c'est une agence de renseignement américain. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là. GIZ. Oui, on vient, on dit, bon, c'est une agence de développement, mais à l'intérieur, à un certain moment, lui-même, il se disait société civile, mais nous qui étions avec lui, même dans un certain moment dans les débats, on ne voulait pas trop parler, on savait que non, il était de l'UDPS. Bienvenue, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde en direct sur nos plateformes au Centre TV, sur YouTube aussi, sur Delcast Télévision YouTube, également sur Facebook au Centre TV, sur TikTok au Centre TV des Informations Télévision et aussi vous allez suivre les temps forts sur Twitter Delphin Kassongo, les moments forts de l'émission. Je vous avais annoncé le grand casting d'aujourd'hui avec des têtes bien faites de la République démocratique du Congo, M. India Omari, qui est cadre de PPRD, également FCC, un vrai scientifique. Récemment, il avait dit quelque chose qui avait fait couler beaucoup d'encre et salive sur la table, sur les politistes. Déjà, personne ne m'a pas appelé pour le dire. Il avait totalement raison. Il est ici avec nous, M. India Omari, soyez bien. Merci. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de M. Norbert Yambayamba. Je précise que M. Norbert Yambayamba, c'est un scientifique de la République démocratique du Congo. Je précise encore qu'il est panafricaniste, M. Norbert Yambayamba, au cadre de l'UDPS, un scientifique, auteur de plusieurs ouvrages. M. Norbert Yambayamba, il est ici avec nous. M. Norbert Yambayamba, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir tout fait pour que je sois en face de India Force. C'est mon frère que j'aime bien, et ça fait un bail, on ne s'est pas vu, et ça me donne l'occasion qu'on échange et qu'on se construise mutuellement. Voilà. Avec vous, nous allons tenter de décrypter un grand sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive: fédéralisme en République démocratique du Congo, bombe politique pour la balkanisation ou solution de stabilité ou de la stabilité. On va en parler avec vous. Il y a aussi la question économique, autant d'accords signés entre la RDC, les Qatar, les États-Unis et d'autres pays. Nous allons en parler. Est-ce que la RDC va gagner par rapport à ces accords? Je préfère ouvrir la question avec M. India Omari. Je précise qu'il est du PPRD, un vrai scientifique. M. India Omari, d'entre deux jeux, est-ce la République démocratique du Congo, sous le régime Tshisekedi, est-elle bien gérée? Bon, d'abord, merci. Épargne-nous aujourd'hui les discussions du Tshisekedi, tout ça. Ça, épargnez-nous de ça. Je suis scientifique. Épargnez-nous ce genre de discussions parce que
Je ne suis pas venu faire l'apologie d'un messieurs. Pas du régime. Non, je ne suis pas venu faire l'apologie d'un monsieur qui a échoué. Sur tous les plans. Parlons de la République. Sinon, on va aller dans des petites choses. Est-ce que vous avez compris ma question? Écoutez, je suis en face d'un grand qui m'a formé. Quand je dois être sincère, à l'IDPS, je me retrouve après plusieurs années aujourd'hui en face de lui. Mais parlons, je suis développeur, il est développeur, parlons de la République. Mais M. Tshisekedi a échoué. Il est aujourd'hui dans l'illégitimité qui le frappe. Il n'y a rien qui va... Il a échoué sur la question de l'intégrité, le gouvernement de l'intégrité territoriale. Et moi, je pense que non, il appartient au passé. Et parlons sur des choses qui vont édifier la communauté congolaise. Merci. Merci. Alors, Monsieur Norbert Mbayamba, la même question à vous. Je précise que vous êtes du UDPS. Après, il y a un sujet. Ce n'est pas pour rien. Je choisis cette première question. C'était tout simplement pour comprendre si réellement vous défendez le Congo. Est-ce le régime Tshisekedi? Est-ce un régime qui a fait l'honneur du nom du Sphinx, ou ce régime a démontré ses limites? Merci. Merci Delphin. Lorsque M. India Force faisait son introduction, j'ai beaucoup aimé. Parce que il a voulu faire un débat de fond, un débat fondamentalement intellectuel, autour des principes qui régent notre société. Et je suis venu pour ça. Et je croyais, si je prenais la parole, j'aurais pu vous le dire. Parce que vous avez choisi un sujet très important. Parce qu'il y a confusion dans notre société. Mais curieusement, dans son développement de son argumentaire, il fait un focus sur un individu, ce qui remet en question pratiquement sa logique initiale. Il dit: je ne parle pas de ça, je parle à la République. Or, celui dont on parle, c'est le président de la République, et qui est considéré aujourd'hui comme ayant échoué d'après lui. India Force, j'aime bien votre sincérité, votre manière d'aborder les choses, mais je souhaiterais sincèrement qu'on évite des thèses radicales. Une thèse radicale, c'est une thèse dont on ne visualise pas les éléments d'appréciation, les indicateurs de performance, et on verse dans une conclusion non concluante. Il a échoué. Bon. Maintenant, nous avons fait, je ne sais pas combien d'années, il reste combien d'années, où se trouvent les indicateurs de suivi pour mesurer les performances. Quels sont véritablement ces indicateurs, etc. Rien du tout. Certainement qu'il a évoqué la question de l'intégrité territoriale, qui est une question pertinente. Parce qu'effectivement, il y a une partie de notre pays qui est occupée par des voisins qui sont considérés aujourd'hui comme, j'allais dire, des sous-traitants des vautours internationaux. Mais là aussi, il y a force. J'aurais souhaité que vous fassiez la comptabilité jusqu'à tirer de conclusion autour de la majorité statistique. Nous avons 26 provinces. Certainement que nous avons besoin de l'intégrité territoriale. Nous avons été attaqués. Et nous combattons cette attaque. Mais il me semble qu'il y a des provinces, surtout les chefs-lieux, qui sont entre les mains des agresseurs. Est-ce qu'au nom de la loi de la majorité statistique,
Encore qu'aujourd'hui, nous nous battons naturellement pour récupérer cet espace. Les différents accords montrent très clairement que ça fait partie des axes directeurs de ce que représente les leitmotiv des dirigeants de la République. Est-ce que vraiment des provinces, pas des provinces, des chefs-lieux, parce que quand vous êtes au site Kivu, vous avez des territoires, par exemple, qui ne sont pas entre les mains. Vous voyez, à Ouvira, c'est entre les mains des loyalistes. Lorsque vous êtes au nord Kivu, vous avez Walikale qui est entre les mains de loyalistes, etc. Vous avez Béni, vous avez Butembo, etc. Donc, nous ne sommes pas dans une situation où on peut dire qu'on a échoué simplement parce qu'il n'y a pas d'intégrité. Il y a des pays dont on a connu une telle expérience et qui se sont bâtis justement pour se libérer. Nous avons créé à la diplomatie, nous avons construit des relations très serrées avec les voisins, mais voilà, ils avaient un agenda. C'est quand même assez bien qu'on arrive là pour que finalement on puisse trouver une solution définitive. Mais dire qu'on a échoué au regard de cette intégrité territoriale, moi j'ai dit c'est une conclusion qui n'obéit pas à une logique scientifique dont nous nous réclamons. Merci. Alors, M. Ndiomari, vous ouvrez le sujet, le fédéralisme en République démocratique du Congo, bombe politique pour la balkanisation ou solution de la stabilité? Bon, est-ce que, à ce qui nous concerne, même à ce qui concerne les PPRD, est-ce qu'on peut broder sur cette question aujourd'hui? Je ne pense pas. Est-ce que cette question est aujourd'hui une opportunité pour nous, pour vous qui êtes de ces pouvoirs? Je suis journaliste, monsieur. Oui, engagé. Répondez à ma question aussi. Il ne faut pas m'imposer, laissez-moi... Non, ne vous attaquez pas, moi je pose la question. Je suis dans votre chaîne, c'est une chaîne du pouvoir. Laissez-moi parler avec toute liberté. Sentez-vous à l'aise. Oui. Est-ce que nous sommes... Ce n'est pas une question qu'il faut évoquer aujourd'hui. Parce que cette question a toujours été évoquée. Tu peux lire la constitution de Luxembourg. Tu peux lire... au fait, le fédéralisme, c'est quoi? Par définition, c'est un système de gouvernance ou de gouvernement qui vous implique, qui implique le gouvernement central et les, je peux dire, les cantons ou les gouvernements fédérés, un certain nombre de partages de compétences. Et cela est dévolu dans la Constitution de la République. C'est ça. Aujourd'hui, notre forme de l'État, elle est ce que nous appelons, nous politologues, régionalisme politisé. Nous quittons d'une forme de l'État qui était unitaire vers une autre forme de l'État qui était unitaire décentralisé. Et aujourd'hui, nous sommes dans la forme, nous sommes à quelques pas du fédéralisme. C'est inscrit à quelques pas. Est-ce que nous sommes obligés de suivre quelqu'un qui est dans une sorte de conquête, dans une rébellion, qui lance un mot à son vœu? Et vous voulez impliquer tout le monde? Oui. Dans les débats. Et bien, comme vous gérez les émotions, le pouvoir actuel gère les humains, on se retrouve dans une phase où, au fait, tout le monde, c'est comme s'il piquait au fédéralisme. Je viens de vous dire, lisez l'article 220 de la Constitution.
nous avons la forme de l'État, c'est la République. C'est la République. Vous savez, quand vous lisez Charles et Louis de la Seconda, que vous appelez abusivement Montesquieu, il a réfléchi sur la monarchie absolue et l'autoritarisme. Il a inventé la République. Et que vous appelez, vous avez même des principes de séparation des pouvoirs. Les pouvoirs travaillent séparément, mais en harmonie. Lui a réfléchi. C'est avec lui dont les États-Unis et la France aujourd'hui ont pu mettre en place les constitutions rigides qui font aujourd'hui pratiquement des années. Mais le problème, c'est quoi? Vous êtes aujourd'hui, au fait, en train d'aller vers les vent. Quand on vous parle du fédéralisme, tout le monde est agité. Est agité. Moulopo et Kalonji. Les Katangé, Tchombe. Moïse Tchombe. Ce n'est pas une histoire qui arrive aujourd'hui. La discussion a été faite à Sun City. Le vieux est en face de moi. L'IDPS, quand vous regardez dans les projets de société, c'est le fédéralisme, n'est-ce pas? Alors. Mais dans les contextes actuels d'une guerre de conquête, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du fédéralisme? Il faut avoir tous les pays pour parler du fédéralisme. Merci. Merci, M. Indio-Marie. Non, mais écoutez, cher ami, nous, cette question, à ce qui nous concerne, avant que l'option soit levée au niveau du parti, je pense que non, au niveau du PPRD, je suis doyen de la communication du PPRD et du FCC. Cette question n'est pas à l'ordre du jour au niveau ni du PPRD, ni du FCC, et pourquoi pas ailleurs. Bon, ici, je vous ai invité également comme du PPRD, mais comme scientifique, un acteur politique majeur pour réfléchir sur cette question, parce que dans les salons politiques, il y a quand même des gens qui pensent que c'est un bon débat. C'est les salons politiques de l'IDPS. L'IDPS aujourd'hui a condamné Nanga. Il a condamné Nanga à mort. Les institutions de l'IDPS ont condamné Nanga à mort. Les institutions de l'IDPS? Oui. L'IDPS a les institutions? Oh, écoutez. Non, je voulais bon, en fait, quel est le parti qui est à la tête du pouvoir? Les institutions de l'UDPS a condamné. J'ai dit, Nanga est condamné à mort. Donc vous êtes politique. Mais attendez, Nanga est condamné à mort, n'est-ce pas? C'est l'UDPS qui a condamné. Attendez, Nanga est condamné à mort. Mais par l'IDPS. Et l'IDPS aujourd'hui est en partenariat avec Nanga. C'est compliqué. Merci. Merci, monsieur. En principe, le monsieur que vous avez cité, si on avait une bonne cour constitutionnelle, M. Tshilombo devait être frappé par la trahison par rapport à ce qu'il vient de faire. C'est une haute trahison. Expliquez-vous. Mais écoutez, dis-moi, il a légitimé la rébellion. En faisant quoi? Mais ils sont en train de faire quoi à Doha? Merci. Merci, M. Indio-Marie. Je vais vous redonner la parole. Vous avez suffisamment de temps. C'est grave, c'est très grave. S'il vous plaît. Cette acceptation tacite, elle est grave. Monsieur Indio-Marie, même gravissime. Monsieur Indio-Marie, vous avez assez parlé. Je vais vous redonner le même temps d'antenne. Monsieur Norbert Yamba, la même question. Aujourd'hui, ça fait plus de 65 ans. Et la Constitution de 2006, aujourd'hui, plus de 18 ans, donc 19 ans ou 20 ans, à moins que je me trompe. Est-ce que la forme de l'État aujourd'hui pose problème? Est-ce qu'il faut engager ces débats? Est-ce qu'il faut changer la forme de l'État? Merci. Je voudrais sincèrement vous dire qu'il faut éviter d'avoir des tabous sur certaines questions. Un prêtre qui était notre professeur de relations internationales disait que ignotini latipido en latin. Ça veut dire celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer.
Et donc, il y a une sorte de profanation, il y a une sorte de falsification, il y a une sorte d'incompréhension d'un certain nombre de choses, des principes qui régentent la République, qui doivent être mis à la place publique, pour que finalement, les uns et les autres comprennent et consolident leurs convictions. Le fédéralisme. Oui, effectivement, je crois qu'il y a l'a dit, hein, la Constitution, il y a eu beaucoup d'élites, hein, les unitaristes et les fédéralistes, même en 1960. On est arrivé en 1964 avec la Constitution de Lulebourg qui a reconnu le fédéralisme, etc. En 1965, quand Mobutu prenait le pouvoir, il a préféré aller dans la direction de l'unitarisme, étant donné le saucissonnement, étant donné toutes ces guerres récurrentes et compagnie, etc. Et c'est toutes ces questions questionnantes qui ont fait que lorsque les gens se sont retrouvés à Saint-Sidi, ils ont voulu prendre une solution intermédiaire. Cette solution intermédiaire passe par le régionalisme politique, il l'a dit. Le régionalisme politique, c'est l'antichambre du fédéralisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait une approche qui permette véritablement de faire une répartition des compétences. Une approche qui reconnaît à certaines entités la capacité de poser des actes de leur volonté. Et cela est caractérisé par l'acquisition de la personnalité juridique de ces entités-là. Raison pour laquelle, dans notre pays, nous avons le gouvernement central, qui est un pouvoir politique, un pouvoir d'État, et nous avons le gouvernement provincial. Il y a deux pouvoirs politiques dans notre pays. Mais nous avons trois niveaux de gouvernance. Il y a la gouvernance centrale, la gouvernance provinciale et la gouvernance locale, là où on retrouve les villes, compagnies, etc. La particularité de cette approche passe par la reconnaissance d'une personnalité civile, la personnalité juridique aux entités. Et la personnalité juridique suppose la capacité de chaque entité de poser des actes de sa volonté. Une autre particularité passe par des caractéristiques. Il faut citer ce que disait tout à l'heure India, l'autonomie, la capacité de prendre des décisions, la capacité de quitter le centre de subordination à un centre d'initiative, un centre de décision, un centre d'impulsion. Aujourd'hui, c'est possible. Tout simplement parce que chaque entité, on en a 1437 entités territoriales décentralisées. On a des provinces. Chaque province est capable d'avoir son propre programme, d'avoir son propre budget, d'avoir ses organes de contrôle, d'avoir la capacité de déploiement sur l'ensemble de la province avec la nomenclature de taxes qui sont reconnues à la province, qui sont reconnues à des entités territoriales décentralisées. On a cette marge de manœuvre pour véritablement réaliser des choses si l'on a la volonté volontariste de la question. Il y a quand même un groupe de scientifiques qui pensent que c'est une porte vers la balkanisation parce que déjà l'unité congolaise est fragile. Est-ce qu'il faut oser? Je voudrais, je n'ai pas encore parlé du fédéralisme, j'ai parlé de l'antichambre du fédéralisme qui constitue aujourd'hui l'approche qui régente notre société. J'ai dit qu'au lieu de chercher le fédéralisme, il faut plutôt agir ce que nous sommes, parce qu'aujourd'hui on n'est pas très avancé par rapport à ce que, ce que prévoit la Constitution. Je viens d'être recruté à l'international où j'ai été faire une étude sur 6 provinces. La province de la Chopo, la province d'éducation orientale, la province de l'Omami, la province du Sidou-Bangui, du Haut-Katanga et de l'Oualaba. L'idée, c'est de voir comment fonctionnent véritablement les institutions à l'intérieur de chaque province et de voir quelle est la capacité de desserte en termes de services de qualité à la population. Aujourd'hui, sincèrement, parler du fédéralisme, c'est vraiment ne pas avoir l'intelligence managériale de booster la République.
Pourquoi? Parce que ce que je vis, lorsque vous avez des institutions qui sont à tout moment en confrontation récurrente et permanente, vous avez des hommes et des femmes qui n'ont pas beaucoup d'initiatives pour redorer le blason, booster leur province, compagnie, etc. Et même l'antichambre que nous avons aujourd'hui ne permet pas, à cause de l'âge culturel de ce que représentent les animateurs, de pouvoir booster la décentralisation, le fédéralisme. Alors je reviens à la question parce qu'on a tendance à dire, mais écoutez, l'UDPS, prône le fédéralisme. Ouais, ça, dans votre programme de société, même dans vos statuts, parce que vous êtes de l'UDPS, et Etienne Tshisekedi et les 13 parlementaires, ils ont eu à penser à cela. Ils ont pensé à ça, simplement parce que tout était centralisé, et quand on regarde la distance entre le centre qui constitue le siège des institutions, écoute, la province la plus éloignée est à 2749 km, c'est le site Kivu. Et au sud Kivu, il y a un rayon même de descente lorsqu'il faut arriver à Ngweshe, lorsqu'il faut arriver à Kaziba, etc. C'est trop loin. Alors maintenant, lorsqu'on doit entendre c'est pas la décision de Kinshasa pour arranger les petits ponts de Kadoutou, alors ça devient un danger public. Oui, et donc les gens se sont dit que bon, voilà, donc au lieu qu'on puisse continuer véritablement à avoir des institutions hiérarchisées, centralisées, ou un seul centre d'impulsion, il faut donc diversifier, répartir les compétences pour que finalement on puisse avancer. Et c'est justement la pertinence même de l'approche de décentralisation. Mais l'UDPS, par rapport au constat qu'il a observé avec le maréchal Mobutu à l'époque, a estimé qu'il y avait nécessité de rechercher le fédéralisme, qui constitue le point de finalité. Mais ce n'est pas un fédéralisme mathématique ou mécanique. Okay. C'est un fédéralisme qui doit obéir à une démarche progressive, graduelle, commençant par l'antichambre, qui est le régionalisme politique aujourd'hui, et la finalité, on n'est pas arrêté là. Et la finalité, c'est qu'il faut arriver à ce que nous ayons une constitution qui est la loi fondamentale, mais nous ayons également des constitutions des États fédérés qui sont des provinces. Mais on n'y est pas encore, tout simplement parce que ça prête à des velléités séparatistes, des velléités sécessionnistes. Il faut construire l'âge culturel avant d'assumer véritablement ces différentes réformes. Merci. Alors, M. India Omari, l'histoire est têtue. Il y a ceux qui pensent que malgré tout, les Congo, les communautés ne sont pas en mesure d'accepter le fédéralisme. Pourquoi? Parce que le tribalisme règne. C'est un danger. Ça va risquer à ce que le Congo soit totalement balkanisé et faire regretter Lumumba dans sa tombe. Bon, je vous ai dit dès le début, dès le départ. Je crois que non, vous venez de voir vous-même aujourd'hui, quand un journaliste quitte le militantisme, il devient calme, il écoute la sagesse des académies, en fait, je peux dire du corps académique ou du corps scientifique. Bon, je dis, hein, il peut écouter les corps scientifiques, il peut écouter les corps académiques. Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? Il peut aussi écouter les corps administratifs. Pourquoi vous m'attaquez? Répondez juste à mes questions. Non, mais pas, moi je n'ai pas cité les noms. Non, répondez. Je n'ai pas cité les noms de quelqu'un ici. Okay. J'ai dit, quand un journaliste, tu ne vois pas que non, l'émission, elle est magnifique. Parce qu'on a quitté nos casquettes pour parler de la science, pour édifier notre société. Et on a dit, effectivement, que ce n'est pas le moment aujourd'hui. L'objectif actuel, c'est comment recouvrir, au fait, la partie qui est aujourd'hui en difficulté. La crise sécuritaire qui est ici, à Kinshasa, Mobondo, les fameux Mobondo, qui menacent la ville de Kinshasa. Ces gens-là, ces bandits, ont pris la ville, une partie de la ville. C'est comme quelqu'un qui vient, qui prend ta chambre. Vous attendez qu'il vienne prendre encore les salons. Mais il a déjà pris la chambre. Peut-être son objectif, c'est de prendre la chambre. Il va dormir dans ton lit. Il peut faire beaucoup de temps dans ton lit. Il se contente
qu'il a pris. J'ai entendu mon vieux qui m'a fait grandir, qui a dit, bon, écoutez, non, quand vous regardez les deux provinces, Sud Kivu et Nord Kivu, la partie qui est aujourd'hui occupée, cette partie est plus que même le Rwanda, dans sa superficie, même l'agglomération. Il ne faut pas négliger, comme j'entends certains ministres qui parlent de... Par des deux villes qui représentent rien, le Congo 26 provinces, donc qui représentent presque rien en termes de superficie. Qui vous a dit ça? Des villes, pas des provinces. Qui vous a dit ça? Ça ne représente rien. Non, en termes de superficie... Ton orteil est aujourd'hui blessé. En fait, le corps ne sent pas les douleurs. La douleur de cette blessure. C'est ce que tu veux dire. Même si nous voulons vivre ensemble, il faut penser à ces gens. Je comprends maintenant pourquoi l'IDPS aujourd'hui, il n'a pas aucun objectif de mettre en place un plan de sortie de la crise à l'Est. Avec le langage ici qui se passe à Kinshasa, nous devons être souciés par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Vous parlez du régime ou vous parlez de l'UDPS? Je dis ceci. Écoutez, parce qu'il y a quand même les étudiants qui nous suivent. Ici, on parle du régime. Vous savez, je suis en train de voir... Vous parlez de l'UDPS. Je suis en train de voir... Vous savez, le leadership signifie quoi? C'est cette capacité d'influencer. Vous êtes influencé par un homme. Mais quand vous, là, on sent que vous négligez, et on sent que cet homme-là n'est pas trop dans l'affaire de ce qui se passe à l'Est. Il n'est pas combatif. Il n'est pas engagé dans les combats de l'Est. Il s'en fout. Qu'est-ce que vous entendez par être engagé dans les combats? J'ai dit, s'il vous plaît, regarde aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez par être engagé dans les combats? Regarde aujourd'hui. Parce qu'il semble qu'il y a une diplomatie. Regarde aujourd'hui. Il se bat, il est dans les réunions les plus importantes du monde. De quel combat vous voulez? Les banques de l'Est sont fermées par la volonté de quelqu'un. Les fonctionnaires qui sont à l'Est ne sont pas payés. Il y a l'argent qui est ici à la Banque centrale, gardé à la Banque centrale. Les enseignants et les autres ne sont pas payés. Les autres qui travaillent, ils ne sont pas payés. Parce qu'il y a une volonté d'un groupe de gens qui disent que non, mais ces gens-là ne peuvent pas bénéficier de cet argent-là. Vous comprenez? Et vous les laissez à la merci. Vous les laissez à la merci de qui? Vous savez, j'ai entendu quelque chose qui m'a choqué. C'était en anglais. Okay. Le discours de M. Kagame. Le président rwandais. Je crois qu'un peu ça vous réjouit. Il a Goma, il a Bukavu. Et Kavumu, Aucune déclaration du président de la République. Voilà. Ça fait très mal. Dans d'autres cieux, le président de la République devait être interpellé par la cour, le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Pour haute trahison. Haute trahison parce qu'il n'a pas. J'ai dit ceci. Écoutez. Quelle est la trahison pour vous? Il devait répondre pour ne pas trahir la nation. Écoutez. Il vous dit, il a dit que non, il vous dit que non, donnez-moi ce que moi je demande, je recommande. C'est ça. Résolvez mes problèmes, moi aussi je vais résoudre les autres. Je vais vous remettre le Goma et autres. C'est ceux qui se sont entendus à Washington. Le 27, à Washington, ils ont signé. Ils nous ont démontré. Il y a eu d'abord le premier accord qu'on appelle l'accord des principes, des 6 principes, et puis il y a eu accord de paix. N'est-ce pas? Signé le 27. Avant cet accord, il y avait ce qu'on appelle, en fait, à Luanda, signé le 14 juillet 2024 par Kaikwamba, Madame Kaikwamba, que vous félicitez. C'est lui qui a précipité cette affaire. Ministre des Affaires étrangères. Oui, madame, c'est madame ou mademoiselle, je ne sais pas quelle est l'appellation que je Non, vais sa fonction, c'est mieux. J'ai dit madame ou mademoiselle, je ne sais pas quelle est l'appellation que je peux utiliser. Cette dame-là a signé le 14 juillet 2024 la neutralisation des FDLR. Le 14 juillet. Et le 30 octobre
2024, il a signé ce qu'on appelle CONOPS, c'est-à-dire concept des opérations. C'est-à-dire, on neutralise et les Rwandais, à son tour, désengagent. Se désengagent au niveau défensif. Le problème, c'est quoi? C'est le manque de la transparence des documents diplomatiques qui fait à ce qu'aujourd'hui, vous avez semé de la confusion. Au fait, si vous mettez ces documents, tous ces documents-là, le président aura des difficultés. La dame qui travaillait au Rwanda, parce que cette dame a travaillé au Rwanda, elle était dans une agence de renseignement qu'on appelle GIZ. Moi et lui, qui est en face de moi, avions travaillé. Moi, j'ai travaillé à l'ICCN comme ancien administrateur délégué général. Je voyais la dame dans les relations publiques, à la GIZ à l'époque. Quand nous, on venait faire la transfrontalière, vous savez, aller travailler au Rwanda et à travailler à la MINUSCA, ici en Centrafricaine, en République centrafricaine, il faut savoir. Qu'est-ce que vous voulez dire, Claire? Je voulais dire ceci. Que la dame a travaillé au Rwanda. Elle connaît les Rwandais connaissent cette dame. Il faut se poser sur le plan, ce qu'on appelle fiche signalétique. Il faut se poser la question, qui a recommandé cette dame auprès du président de la République? J'ai l'impression. Quelles sont les rencontres qu'ils ont eues? Et aujourd'hui, des doutes dans les aujourd'hui, oui, bah écoutez, quand cette dame favorise les Rwandais de signer un accord de neutralisation, ce qu'on parlait dans les temps fonds de commerce rwandais. Parce que les Rwandais aujourd'hui, ils parlent toujours du FDLR. C'était les fonds de commerce. Alors qu'à l'époque, il y a un rapport que nous avons travaillé avec le général Itumba et la MONUSCO sur la réduction de l'effectif de FDLR. Mais aujourd'hui, l'FDLR est monté au créneau et ça devient, et on vient, c'est cette dame qui vient d'acter. Regardez, regardez. Il faut lire, au fait, la résolution des Nations Unies 2773. Oui. Nulle part on parle de l'agression. Nulle part. On condamne qui? On condamne les M23, on condamne la République démocratique du Congo pour son soutien au FDLR, et puis on demande au Rwanda d'abandonner les soutiens au M23. Au fait, quand vous regardez, vous parcourez tous ces documents ont été signés par M. Chilombo. Aucune place, M. Chilombo s'est dit, oh, écoutez, je parle trop de l'agression. Mais nous devons quand même mentionner les mots agression là-dedans. Merci. Et puis de deux. Attendez. Je vais te blesser. Aujourd'hui, je me suis préparé pour te faire du mal. Sur le plan indicateur diplomatique. Pour te dire ceci. Vous savez, il y a des instances habilitées dans le cadre d'une plainte. Nous avons la Cour internationale de justice. Il n'y a jamais eu une plainte de la RDC par rapport à ça, quant à l'agression. Deux, il y a la CPI. Aucune plainte concernant l'agression. Mais vous vous réveillez le matin, vous demandez à tout le monde, au moment où aucun papier qui parle de l'agression, tous ces papiers que vous avez signés, que ce soit avec les Rwandais, que ce soit avec les M23. Ça vous énerve parce qu'on vous a demandé de nommer l'agresseur, de pointer le Rwanda du doigt, et vous dites que vous ne pouvez pas le faire parce que... D'abord, pour quelles raisons? Okay. Le président lui-même est incapable de se conformer à l'article 86 de la Constitution, qui lui demande de déclarer la guerre. C'est comme c'était le cas ici. Si moi j'étais le président de la République, la déclaration de Kagame, la récente déclaration demande au niveau de la communauté, au niveau des relations internationales, demande à ce que le président demande ipso, c'est-à-dire automatiquement. Merci. La guerre. Merci. C'est une déclaration de guerre. Merci, M. India Omari. Comment un président, un autre président, peut se donner le pouvoir de dire que non, Goma, c'est ça lui appartient. Bukavu, c'est moi. Merci, monsieur. Tu vois, monsieur India Omari. Vous n'avez aucune décision à part moi. Monsieur et vous restez calme
Monsieur India Omari, s'il vous plaît, c'est un débat responsable. Ouais. Il y a les autorités. Nous sommes où? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons qui au-dessus? Monsieur alors India que le Omari, rôle du président de la République à l'international, vous avez épuisé votre temps. C'est de défendre l'intérêt national. Vous avez épuisé vos minutes. Calmez-vous, vous avez parlé, l'autre va aussi parler. Alors, M. Norbert Mbayamba, je vais vous donner le même temps que j'ai donné à M. India Omari. Il est énervé tout simplement parce que vous n'arrivez pas à riposter contre les déclarations incendiaires d'un président orgueilleux, Paul Kagame, qui vous dit que Goma lui appartient. Si vous voulez qu'il vous remet Goma, Bukavu et Kavumu, vous devez résoudre ces problèmes. Est-ce au sommet de l'État, il y a un leadership faible? Est-ce que Félix Tshisekedi mérite de diriger ces grands comptes? Est-ce que ce n'est pas l'erreur que Kabila avait peut-être fait pour faire la passation civilisée avec Tshisekedi? Vous savez, India le sait, j'ai beaucoup d'affection, jamais démentir à son endroit. J'ai eu le courage de venir ici parce qu'on m'avait informé qu'il viendrait. Mais je reviens encore à son introduction, en fait. Une belle introduction où il a dit qu'il faut éviter de faire un focus sur les individus, etc. Et qu'il voulait un débat républicain, mais dosé de l'âge d'un scientifique. Et je voudrais vraiment qu'on remonte un peu comme on a toujours fait, pour que finalement on soit en mesure d'être compris et entendu. Première chose. Deuxième chose, je voudrais quand même revenir sur ce que j'ai dit. Il n'a jamais été question, il est nullement question pour nous de négliger les deux provinces. Bien au contraire. Nous croyons que le Congo est touché. Mais vous minimisez la question. Nous n'avons pas lâché prise. Nous sommes en train de nous battre. Raison pour laquelle il parle des accords par-ci par-là. Et avant les accords, nous avons cru qu'il fallait aller dans la direction d'une diplomatie avec les voisins, etc. Parce qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. Et nous avons pensé qu'il y a nos voisins, nous avons des intérêts communs, nous devons créer des projets intégrateurs, des projets fédérateurs pour que finalement on puisse sortir de la pauvreté qui a eu domicile à l'Afrique. Et donc, nous avons tenté par rapport à ça. Nous continuons véritablement à nous battre pour qu'on puisse récupérer à l'entièreté nos deux provinces. C'est pour rien que des déplacements, des équipes défilent à travers le monde pour que finalement on y arrive. Certainement que lorsqu'on est en confrontation, lorsqu'on est en guerre, il y a des mesures conservatoires pour asphyxier l'adversaire, etc. Et ce qui est arrivé autour de la question des banques à Goma, etc., je crois que c'est une question qui est en étude, qui doit trouver véritablement solution, même si c'est une question qui, finalement, fait partie de l'arsenal, ce qu'on appelle la guerre hybride, qui est une nouveauté, qui est une innovation par rapport à la guerre traditionnelle. La guerre hybride contre... le gouvernement fait la guerre hybride à la population. C'est son temps de parole encaissé, vous allez répondre. C'est pas contre la population, bien au contraire. Et ceux qui meurent chaque jour là, ils sont aussi importants. Monsieur India Omari, s'il vous plaît, notez, vous avez... Je risque de ne pas savoir ce que je dois dire. Je voudrais également, troisièmement, dire à India Force que GIZ, parce que vous l'avez dit, moi je ne connais pas assez Madame Thérèse Kwamba, qui à un moment donné a démontré qu'elle avait des prérequis, elle avait aussi des préacquis. On peut tout dire, mais c'est une dame qui visiblement a quand même une expérience exponentielle par rapport à la gestion aux relations internationales ou interinstitutionnelles.
GZ n'est pas une agence de renseignement. GZ est une agence de coopération. La plupart des projets étrangers, même j'ai travaillé comme consultant. Ah, ok. Il n'a jamais été question qu'on me demande de faire quoi que ce soit. Bien au contraire, lorsque vous êtes affiché comme un leader politique, on a difficile à vous recruter. C'est comme ça qu'à un moment donné, vous avez suivi, j'étais tout le temps société civile, mais j'étais foncièrement de l'IDPS. Parce qu'en réalité, ces structures-là, ces institutions-là, n'aiment pas ceux qui font la politique pour ne pas biaiser naturellement les objectifs, leurs objectifs institutionnels. Donc, ce côté-là, je peux vous tranquilliser que si elle a travaillé encore, que bon, c'est une dame qui a aussi des ramifications en Allemagne, et qui, visiblement... Par sa nationalité. C'est ça, non? Ramification. C'est son temps de parole, M. India. C'est ça. Quand vous parlez, il était calme. Est-ce qu'il peut terminer? Il ne faut pas les perdre. En allemand, de Kaikam. Kaikwamba. Donc, voilà. Donc, ils sont nombreux, en fait. Ils sont nombreux, ceux qui sont dans ces systèmes-là, même si à un moment donné, à votre époque, vous avez fait un moratoire qui n'a jamais agi. Et donc, vous êtes victime de votre propre turpitude. Quand cela ne tienne, cette agence-là n'est pas une agence de renseignement. Certainement que beaucoup d'agences, chaque pays a son agenda, chaque pays aussi utilise ces matériaux pour avoir véritablement l'information nécessaire. Les déclarations de Kagame, ils se sont... S'il vous plaît, vous allez réagir. S'il vous plaît, vous allez réagir. Les déclarations du président Paul Kagame, ils se sont puissants parce qu'en face de lui, il sait qu'il a un président faible qui n'est pas leader, qui ne peut pas lui répondre parce que Kagame, c'est sans fort. Il vous dit, résolvez ces problèmes, comme ça il va vous remettre Goma quand vous me... Est-ce que ce n'est pas une humiliation pour l'UDPS au pouvoir? Non, ce n'est pas une humiliation. Nous avons assumé et nous assumerons jusqu'au bout. Au moins ceux qui prennent les trains en cours de route. Nous connaissons l'essence du combat. Je me sens lésé lorsque un président d'un pays voisin arrive à faire des déclarations incendiaires. Mais c'est pourquoi nous sommes, aujourd'hui en pleine confrontation. Quel est le leitmotiv de notre engagement, notre détermination aujourd'hui à déboulonner ce système qui a été construit à l'époque de mes frères, etc., et qui est resté pendant un défi, etc. C'est pourquoi nous nous disons, parce qu'il se sent comme un poisson dans l'eau, parce qu'il était habitué une vingtaine d'années durant. Vous voyez, et il croit qu'il a la même marge de manœuvre pour nager comme avant, mais il trouve un récalcitrant, il trouve quelqu'un qui ne reconnaît pas ces qualités-là. Et raison pour laquelle nous faisons la guerre. Lisez Doha. Lisez les différents engagements qui visiblement ont été pris au mois de novembre ici. La plupart de ces engagements montrent que tous ceux qui se réclament en dehors du gouvernement central devront quitter. Et que la responsabilité reviendrait au gouvernement d'assurer l'intégrité territoriale pour laquelle il nous a reproché, et il a raison de nous reprocher, mais nous disons que nous n'avons pas croisé les bras. Nous sommes en train de nous battre pour récupérer notre espace. Ça ne se négocie pas. Et c'est ça justement le combat que nous menons. Mais alors maintenant, quelques mois, ceux qui sont à Goma Bukavu, ils sont en souffrance. Vous êtes un peu trop vous êtes un peu... Est-ce que vous avez suivi? Les gens ont besoin de la solution. Vous savez, j'ai beaucoup d'affection. J'ai beaucoup d'affection parce que moi, je me dis qu'on s'est beaucoup critiqué, on s'est beaucoup lancé des boulets rouges. Le pays est en difficulté. On a besoin des intelligences. On a besoin des intelligences comme India Omari, qui ne peut pas faire trop valoir le clivage idéologique. Non, il n'y a pas même pas de clivage idéologique dans ce pays. Tu vois. On a besoin véritablement de cette intelligence pour qu'on construise l'intelligence collective de manière à sortir des situations que nous avons. Et c'est ça justement la gouvernance inclusive, la gouvernance intégrée, etc. Mais on est toujours dans un domaine
de cloisonnement, j'allais dire, dans une approche isolationniste ou unilatéraliste. C'est ça le danger. Donc, Paul Kagame est en train de faire ses déclarations. Il vous a défié. Quelle est la réponse du gouvernement? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune déclaration. Indio Mari s'étonne et s'est dit, si lui il était président, Kagame allait sentir qu'il est en face de lui. Il a quand même des hommes, il a quand même des gens. Pourquoi vous ne réalisez pas? Est-ce que ce n'est pas une complicité pour vendre le Congo, pour balkaniser le Congo que Kabila a maintenu uni? Non, Kabila a le mérite d'avoir fait à son temps pour que finalement il protège les intérêts de la République. Mais il a laissé perplexe la situation. C'est comme ça que Kagame a trouvé un refuge, un terrain fertile ou même des graines pour hyper bien germer. Gouverner, c'est prévoir, M. Norbert. Aujourd'hui, le combat. Non. Gouverner, c'est prévoir. Sait-on qu'avez-vous fait pour que Kagame se sente faible? Si Kabila avait favorisé que Kagame puisse hausser les tons, mais qu'avez-vous fait pour que Kagame ne puisse pas avoir encore des galons? À l'époque, il y avait aussi guerre. Il faut respecter les époques. Chacun n'a pas fait disparaître le Congo. Mais aujourd'hui, on a suffisamment avancé. Parce que là, Kagame ne se trouve pas devant un bébé sous biberon. Et s'il était fort, il prendrait tout le Congo aujourd'hui. Il n'arrive pas. Croyez-moi, on est en train de négocier. Nous avons un temps qui nous permet de négocier. Mais nous avons un temps aussi qui nous permet de nous organiser. Parce qu'il y aura un moment donné où on va finalement se dire, de préférence, on s'engage sur le terrain, et c'est que lui, il est en train de demander. Parce qu'il lui dit, vous ne déclarez pas la guerre. Donc vous êtes faible. Selon la Constitution, les chefs devaient réunir les deux chambres. La bouche tue l'avenir. La bouche tue l'avenir. Nous sommes en train de nous battre aujourd'hui. On est en train de négocier. Nous avons l'avantage d'OAD. Et nous ne pouvons pas brusquer les choses. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait d'autres scénarios qui permettent qu'à un moment donné, nous puissions rebondir davantage. Merci. Et ça viendra au fil du temps. Merci, M. Norbert. Donc, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas acclimatation, il n'y a pas respect par rapport à ce qui a été entendu. Merci, M. Norbert. Je demande aux internautes, il y a assez de messages. Abonnez-vous sur nos plateformes au Centre TV Delcas Télévision et laissez vos commentaires. Mais avant que je donne la parole à M. Indio Mari, s'il vous plaît, 30 secondes, je voulais vérifier quelque chose. Vous avez répété ce que vous négociez. Vous négociez avec qui? Avec Kagame? Avec Kabila? Ou avec qui? Qui est le bourreau? Non. À un problème complexe, il faut éviter des solutions simples. La simplicité pour un problème complexe, c'est manquer d'intelligence. Cette histoire de l'Est, c'est une histoire complexe qui a plusieurs acteurs. Il y a des acteurs internes, des gens qui ont vocation de pouvoir déstabiliser la République. Il y a des acteurs de la sous-région. Vous parlez de Kagame, Ouganda, compagnie, etc. Il y a aussi des acteurs internationaux. Et les gens se recrutent autour de ces différents acteurs dans cette cartographie stratégique. Alors maintenant, on négocie avec qui? C'est comme ça que vous voyez, de temps en temps, nous sommes avec le Rwanda, nous sommes avec l'Ouganda, nous sommes avec le Burundi, on est avec la SADC, on est avec les AC, etc. Et on est aussi, on part aux États-Unis, on est avec la France, il y a des robotiseurs, etc. Donc cette complexité pousse à une intelligence géopolitique. Et c'est très important. Lorsque vous croyez pouvoir faire des choses de manière mécanique, sans tenir compte de cette complexité, à ce moment-là, vous n'aurez pas de solution. Merci, s'il vous plaît. Et le rebelle sont aussi des acteurs. Merci. Ils ont une portion de responsabilité dans le dégonflement des tensions. Merci. Donc, vous donnez sur les raisons qui avaient dit il n'y aura pas la paix si vous n'associez pas même ceux qui ont touché les armes, même des rebelles. Aujourd'hui, Cholet,
devient prophète. Alors, merci. Je vais vous revenir. Il nous reste 10 minutes. Je vais vous donner 5 minutes pour la question économique. Monsieur India-Omari, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer, mais dans votre temps d'antenne. La question, est-ce les accords signés avec les États-Unis, avec le Qatar, pensez-vous que sur le plan économique, la RDC peut voir enfin la lumière? Cher ami, je vais aborder cette question avec beaucoup d'intelligence, non seulement de la lucidité, mais avec subtilité. Je rentre en arrière. Il y a un de mes maîtres qui en fait, c'est Clausewitz, qui dit que la guerre est le commencement de la politique par d'autres finalités ou d'autres moyens que la guerre elle-même. Okay. La guerre, c'est un conflit armé violent, avec objectif de détruire et de tuer. C'est ça la guerre. Retenez aujourd'hui, vous qui êtes journaliste, quand on dit guerre d'agression, dans la typologie de guerre, il y a forme, il y a typologie de guerre. Je peux aller m'évader, peut-être brutalement ou intelligemment sur ce plan. Guerre d'agression, ça s'appelle guerre de conquête. Okay. Conquête de l'espace. C'est-à-dire, aussitôt que vous commencez, vous devez avoir un objectif d'aller occuper une partie de terre. C'est-à-dire, il y a un objectif qui vous demande aujourd'hui, c'est comme ce qui se passe au fait, en Ukraine. Poutine parle d'opérations spéciales. Mais les Occidentaux parlent de la guerre d'agression, c'est-à-dire il y a une occupation de terres. Il faut dire vos membres du gouvernement. Je pense que ceux qui ont fait les relations internationales ne sont pas nombreux. Même la dame que vous avez présentée, nous avons vérifié ces documents. Il n'a jamais fait les relations internationales. Et je lui donne rendez-vous d'aller fouiller. Nous sommes allés, même là où on nous a dit Avar, on a essayé de les vérifier. Nous sommes allés dans les universités pour faire des recherches sur elles. Quand je vous dis que c'est comme USAID, c'est une agence de renseignement américain. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là. GIZ. Oui, on vient, on dit, bon, c'est une agence de développement, mais à l'intérieur, à un certain moment, lui-même, il se disait société civile, mais nous qui étions avec lui, même dans un certain moment dans les débats, on ne voulait pas trop parler, on savait que non, il était délit de peste. Mais pour les protéger, on ne voulait pas trop l'attaquer sur ce plan. Donc, au fait, aujourd'hui, il faut remettre, ce n'est pas, il n'y a pas la guerre qu'on dit, la guerre d'agression, c'est une guerre principalement, guerre de conquête de l'espace. C'est ça la guerre d'agression. Bon, à moins que cette guerre-là, d'une manière étymologique, ça s'appelle la guerre intra-étatique. Ou soit, une guerre interétatique. Mais moi, pour moi, je place ça comme internationaliste, je place ça comme la guerre intra-étatique. C'est-à-dire que non, il peut avoir des financements de l'extérieur, mais il utilise les autochtones, il utilise les rebelles, il les finance pour un objectif, peut-être commercial, peut-être pour des firmes internationales. Sur ce plan-là, c'est comme ça qu'aujourd'hui, à l'international, la rhétorique du gouvernement ne passe pas. Et le gouvernement est incapable aujourd'hui de mentionner dans leur texte là, où ils signent l'agression, le mot agression, parce que ça n'a pas de sens. Le mot agression signifie la guerre de conquête. C'est ça étymologique. Deuxièmement, on est à la fin. Nous sommes arrivés, M. Tshilombo prend le pouvoir le 24 janvier. Il envoie une délégation au Rwanda. Les 11 qui s'est séjourné, les 11, d'ailleurs il y avait des va-et-vient avant,
les 11 et les 12 juillet 2019. Cette délégation a été conduite par M. Ibalanki. Claude, mon ami. Claude a signé les documents au Rwanda avec les M23. Les 12 juillet 2019. Ça, je vous donne les faits. Claude, c'est un cadre de l'UDPS. À l'époque, il était assistant au cabinet du président de la République, avant qu'il soit muté au niveau du mécanisme. Claude a signé comme responsable, comme envoyé du président de la République. Et le 28 octobre, une délégation du M23 a quitté les Rwandais pour venir au Congo. C'est les groupes de Ngoma qui ont fait 14 mois ici. Une minute. Pour signer ce qu'on appelle la feuille des routes. Vous avez même entendu à un certain moment le président reconnaître. Et puis après, il s'est fait comme d'habitude. Pour des raisons que vous connaissez. Tout ça. Rappelez-vous que M. Guizaro, le fils de Guizaro Muhoza, était parti après remise et reprise avec Ngopos. Il est parti en Ouganda pour cette affaire d'Eximbak, 1 demi-milliard qu'on devait faire la route Bunagana. Vous connaissez ce dossier-là, d'Eximbank. Les Museveni les reçoit en audience. Et cette audience passe en direct. Toutes les causeries passent à la chaîne nationale. C'est un scandale. On reçoit un ministre. Parce que pour Museveni, ils disent que non, les Congolais, ils sont comme ça. Comment on appelle, le président appelle ça borderline. Il fallait les faire passer comme ça. Après 2 semaines, après 2 semaines de ce qui s'est passé en Ouganda, la guerre de Bunagana, et les amis ont pris, Makenga qui était en Ouganda, Bunagana fait frontière avec Ouganda. Il ne fait pas frontière. Nous avons compris, s'il vous plaît. Tout ça, c'est pour vous dire, attendez, dans la logique des choses, la caricature de cette guerre est attribuée à l'UDPS avec son patron qui est le président national, qui a provoqué la guerre aujourd'hui pour des raisons d'humeur, des sauts d'humeur, qui nous a entraînés dans cette logique aujourd'hui. Merci. Parce que si lui ne voulait pas que cette guerre-là arrive au Congo, merci, il ne devait pas envoyer Ibalanki au Rwanda. Merci, M. Indiomari. 2. M. Indiomari, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais revenir. Attendez d'abord. Les 3 accords commerciaux. Les 3 accords commerciaux. Ok, parlons-en. Qu'il a signé après le débâcle d'Eximbak, l'affaire Eximbak. Il a signé avec. Parce que les Rwandais ont fait une faute. Pour les Rwandais, si on faisait cette route-là transfrontalière, donc transrégionale, on devait permettre au FDLR d'attaquer les Rwandais. Et les Rwandais s'est précipité en faisant pression. Le président a cédé. Ils ont signé 3 accords que vous connaissez, que nous avons même décriés. Ce qu'on appelle les accords minima ou les accords simplifiés en relations internationales. Merci. Nous avons décrié ces accords. Merci. Ces accords aujourd'hui. Vous avez épuisé votre temps. Attends, je termine. Les accords aujourd'hui reviennent surface. Pourquoi? Les Rwandais font aujourd'hui les accords avec Doha. Les Qatar. Les Qatar. Je ne vais pas trop entrer dans cette histoire parce que, rappelez-vous, à un certain moment, vous connaissez en face des affaires étrangères, il y a un trou. Hein? Ce sont les Qatariens qui sont venus nous tromper. Ils ne sont pas au premier forfait. Hein? Merci. Quand vous allez à la gare centrale... Vous ne faites pas confiance aux Qataris. Je dis, quand vous arrivez à la gare centrale, vous retrouvez un immeuble là, je fais bâtisse ou quoi. Vous voyez, à la gare centrale. C'est toujours les Qatariens qui nous ont laissé ça, cette histoire. Aujourd'hui, on est même en difficulté de continuer avec ça. Parce qu'on nous demande à ce qu'il faut attendre l'âge. Les gens, donc, au fait, vous traitez les Qatar comme un pays des aventuriers. Mais écoutez, vous ne connaissez pas les musulmans. Vous voulez dire quoi? Vous ne connaissez pas les musulmans. Ils sont en train de nous suivre. J'ai dit, vous ne connaissez pas les musulmans. Ils ne sont pas sincères. Tu sais, il a fait combien de jours? 2 jours. Il a passé nuit 2 jours
au Rwanda. Ici, il a passé une nuit. 5 heures, dit-on. Hein? 5 heures. Mais c'est un déséquilibre. Merci. Il y avait une promesse de passer, de faire la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il vous plaît. Sur le plan, ça s'appelle indicateur diplomatique. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il doit passer plus de jours au Rwanda que de passer plus de jours pour un équilibre en tant que... Que les téléspectateurs puissent constater que vous avez dépassé largement les 5 minutes. Merci. Aujourd'hui, nous sommes... Merci. Aujourd'hui, nous sommes vous avez suffisamment en parlé. Serbie et Monténégro. Merci. Et on se rappelle, s'il vous plaît. Serbie pour nous. Monsieur Indian Maré. Nous nous rappelons encore de Yougoslavie. Monsieur Indian Maré. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'opposition doit être organisée. S'il vous plaît, calmez-vous. Tu connais pas comment? S'il vous plaît. Serbie. Nous retenons que... S'il vous plaît, nous retenons... Je crois que le bien commence à... S'il vous plaît. Comment le président doit se retrouver Monsieur en ce moment en Serbie? Marie, s'il vous plaît. Il y a quand même des responsables qui nous suivent. Vous avez fait 8 minutes. S'il vous plaît. Nous retenons que vous avez... dit ici, vous avez dit ici que les Qatariens ou les Qataris, les musulmans, ils ne sont pas souvent sincères, que les Congolais peut-être puissent se méfier. Mais moi je m'inquiète du fait, on va en Serbie faire quoi? Merci. Alors, monsieur Norbert, pour avoir une expérience. Merci. Monsieur Norbert Yamba, vous êtes un développeur. Quand j'ai annoncé que je vous reçois, les gens m'ont dit, lui avec India, nous pensons que nous allons passer un bon moment à la télé. Et je pense que c'est le cas. Mais le régime Tshisekedi fait que répéter ses erreurs. D'autres pensent que Tshisekedi signe des contrats, mais à un moment, quand ça va crépiter, il va nier que ce n'est pas sa faute. D'autres personnes pensent que ces accords vont profiter à la famille Tshisekedi, pas aux Congolais. Pensez-vous que les retombées de ces accords, les Congo va bénéficier? Merci. Des fois, vous savez que j'ai fait beaucoup de temps, je ne viens pas à la télé. On vous a réclamé. Parce que je vois comme si on ne sert pas d'autres pays. Je vois comme si on veut créer une pépinière, une génération qui n'a de discussion que sur base des choses élémentaires, etc. Et c'est ça l'essence, en fait, que je trouve un peu pas dans toutes les chaînes, etc. Surtout que vous revenez, tout le monde, c'est que la télévision, Doha. Et c'est tout le monde qui devient spécialiste de Doha, etc. Ok. C'est pas Doha qui va développer la République. Alors, il faut vraiment excéder dans des débats de fond, comme ça, avec des hommes responsables. Première chose. Deuxième chose, India Force connaît comment ce bâtiment de la gare a été construit. Certes, c'est le Qatar, mais c'est à votre époque, même si vous ne donnez pas la raison. La raison, c'est que... à l'époque. Et la raison, c'est qu'il y a quelqu'un qui a gagné le marché pour construire le bâtiment et qui a fui avec l'argent. Donc, ce ne sont pas les Qatariens ou les Qataris, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a fui et qui est recherché à l'international. C'est très important. Donc, il faut dissocier. Il faut dissocier la personne morale de l'État et un individu qui a posé un acte incontrôlé. Combien de Congolais posent des actes incontrôlés à travers le monde? Troisième chose, vous savez pourquoi le Rwanda est auréolé d'un certain prestige? Beaucoup de moyens qui sont investis aujourd'hui au Rwanda, des milliards, c'est par le Qatar. Et pourquoi le Qatar s'interpose comme médiateur? C'est parce qu'il a des intérêts au Rwanda. Et nous n'avons jamais. Nous sommes en train de comprendre la géopolitique internationale, la géoéconomie, pour dire que voilà, tous les gens qui sont pourvoyeurs de moyens, qui sont pourvoyeurs de moyens, peuvent justement nous aider. Parce que, croyez-moi, lorsqu'on prend l'exemple des États-Unis, c'est 28 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts,
de PIB, mais la dette, c'est 22 000 milliards. Et alors le Congo, on a combien? Tout le monde parle de 10 milliards. Et regardez les potentialités. Nous avons 24 000 milliards. Nous avons la dette de 14 des moyens milliards aujourd'hui. Oui, même 14 milliards. Mais nous avons 24 000 milliards de minerais certifiés. Pendant 7 ans. S'il vous plaît, monsieur India-Omari, c'est son temps. De minerais certifiés. Mais nous ne pouvons plus craindre la dette. Pardon, qui a certifié les minerais? Je me suis dit, pourquoi est-ce que vous je cite le professeur Godin Boyi. Non, je vous donne des sources. Non. Wow, vous pouvez vérifier. Alors, excusez. Ni la forêt, ni les minéraux au Congo ne sont ni cartographiés, ni certifiés. Non, excusez. C'est son temps de parole, monsieur India-Omari, s'il vous plaît. Il est en train de chuter. On est vraiment si vous avez un document, mettez les documents. Merci. Laissez-les chuter. Technique des ressources naturelles. Cartographier, oui. Aménager, non. Voilà, il y a deux notions importantes. Parce que je suis forestier aussi. Donc, je voudrais sincèrement dire à Force qu'on a besoin de lui pour que nous puissions véritablement faire avancer les choses. Alors, la question que vous avez posée sur l'économie... Est-ce qu'il y aura les retombées par rapport à ces accords économiques? Ce n'est pas les individus qui vont gagner. Voilà. Est-ce que les Congo va gagner? Voilà. 30 secondes, on chita. Il a été observé, comme je vous l'avais dit, qu'il y a un problème au niveau interne, il y a un problème au niveau externe. Et donc, il faut, pour dégonfler les tensions, il est recommandé dans une approche multiniveau de mettre en route une approche holistique et donc avoir quelque chose holistique qui partage les intérêts des autres. Lorsque c'est cimenté, il y a dégonflement des tensions et les gens peuvent vivre en communion. Et c'est comme ça que cet accord économique pourra véritablement aider la sous-région, la région des Grands Lacs, la région des Grands Lacs, de pouvoir avoir des intérêts partagés, et ces intérêts partagés vont véritablement dédramatiser les relations politiques. Merci, monsieur Norbert Yamba. Je précise que c'est un esprit, il est panafricaniste au cadre de l'UDPS, un développeur, un vrai scientifique, un écrivain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez également Dirkab du VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi et Jacquemin Chabani. Également de l'autre côté, Jacquemin Chabani, l'actuel. Il était également son directeur de cabinet. Et M. India-Omari, merci. Vous êtes cadre du PPRD FCC, proche Joseph Kabila. Vous l'aimez jusqu'à aujourd'hui, même si il est condamné, mais vous continuez à l'aimer. Vous êtes fidèle à lui. C'est mon leader. Merci à vous. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à la grande équipe. Merci d'avoir. Merci, s'il vous plaît. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également aux internautes, aux gens qui suivent 10e Rue Télévision, l'émission Au Centre et des Retours sur 10e Rue Télévision, 16h10 et 20h30 chaque jour. Vous êtes là également sur nos plateformes Au Centre TV, Delcas Télévision, sur Facebook Au Centre TV, sur TikTok Au Centre TV, Delphin Casson, et sur Twitter Au Centre Delphin Casson. Vous allez suivre les temps forts de mes invités, chaque morceau sur TikTok avec un texte. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné, M. Charlie derrière la caméra et M. Massounda, mon réalisateur attitré, également du côté régie, M. Patti et Germain. Et notre RDC est possible. Au revoir. Reste